Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. On va voir dans cette vidéo s'il est trop tard pour investir en crypto-monnaie. Je répondrai à cette question en fin de vidéo, mais avant ça, nous allons analyser le marché en 3 étapes. La première sont les performances que l'on a déjà eues sur ce début de bull run. Donc on se retrouve sur le Bitcoin afin que je vous explique pourquoi je pense qu'il soit possible que le gros du bull run soit déjà derrière nous et qu'en fait les performances futures ne seront pas du tout à la hauteur de nos attentes. Premièrement, il faut se dire qu'on a eu 179% de rendement, donc quasiment 1 x 3, sur le Bitcoin en 1 an et 2 mois. Donc c'est une performance monstrueuse. Nous, on est habitués en crypto-monnaie à avoir des gros rendements, mais il faut se dire que la bonne raison pour laquelle les investisseurs financiers et institutionnels au début pensaient que le Bitcoin était une arnaque, c'est qu'il est quasiment impossible, sans que ce soit une arnaque, d'avoir des rendements de ce type. 180% en 1 an, en bourse, c'est le coup du siècle. C'est que vraiment, vous êtes un génie. En crypto-monnaie, c'est tout à fait possible. Pourquoi c'est possible? Premièrement, on avait jusque-là pas beaucoup de liquidité sur le marché. C'est-à-dire que le Bitcoin pesait jusqu'à il y a peu, pendant ce bear market, à peu près 500 milliards de dollars. Donc c'est déjà beaucoup, mais il faut se dire qu'en circulation, il n'y a pas 500 milliards de dollars. Il y a peut-être 10 ou 15% des Bitcoins en circulation. Ce qui fait qu'on a plutôt 50 ou 70 milliards qui peuvent être échangés, et donc le moindre ordre important va faire pumper ou dumper le marché. Donc ça c'est le premier point, et c'est d'autant plus vrai pour les autres crypto-monnaies à plus basse capitalisation. Et le deuxième point pour lequel Bitcoin fait d'aussi belles performances, c'est que le gain est toujours corrélé au risque. Voilà, ça c'est une loi universelle, et si vous voulez vous avez le ratio de Sharpe, qui est une loi mathématique qui permet de mettre en relation le gain par rapport au risque. Donc pour illustrer le ratio de Sharpe, on va prendre l'exemple de Ethereum face au S&P, et lorsqu'on voit les performances annualisées du Ethereum par rapport à sa volatilité, on peut en déduire son ratio de Sharpe pour nous dire si la prise de risque a été rentable ou non. Donc par exemple, si on a 100% de rentabilité par an, mais qu'on a une volatilité de 300%, bah, c'est pas du tout rentable. C'est-à-dire que le ratio de Sharpe va être largement inférieur à 1, et ce qui fait que, à long terme, ça aurait été plus rentable d'investir sur des actifs non risqués, tels que des obligations par exemple. Et donc c'est pour ça que lorsque l'on transige surtout sur des actifs risqués, il faut toujours calculer l'espérance de gain par rapport au risque que l'on prend. En crypto-monnaie, c'est relativement commun d'aller sur des micro-caps sans mesurer le risque. Et donc c'est souvent là où on se prend des grosses claques à prendre des moins 90% parce qu'on n'a pas du tout mesuré le risque que l'on a pris. Et donc ce ratio de Sharpe se mesure entre moins 1 et 2 généralement. Ça doit sûrement exister, mais c'est quasiment impossible d'avoir un ratio de Sharpe supérieur à 2, voire déjà 1, c'est déjà hyper rare. Et en gros, le ratio de Sharpe, c'est la relation entre le gain et le risque. Et donc, le ratio de Sharpe de Bitcoin est de 0,79, et pour comparer, le ratio de Sharpe du S&P est de 0,50. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par rapport au risque, le rendement est beaucoup plus important sur Bitcoin que sur le S&P. C'est-à-dire que si le risque du Bitcoin et du S&P étaient égaux, le Bitcoin aurait de meilleures performances. Donc voilà, c'est une estimation, après ça ne peut pas prédire les performances futures, et ça veut dire que le Bitcoin reste un actif très intéressant. Et la seule raison pour laquelle il est surperformé de manière extraordinaire le S&P, c'est qu'il y a tout simplement une volatilité qui est beaucoup plus importante. Et ce qui veut dire qu'il y a des chances de perte beaucoup plus importantes. Et donc le ratio de Sharpe nous permet de dire que le Bitcoin est plus intéressant que le S&P à long terme. C'est une moyenne sur les dernières années. C'est-à-dire que si vous tradez en levier 40 sur des ZKPP sur un DEX inconnu, voilà, peut-être que le ratio Sharpe sera plus intéressant que le S&P, parce qu'il y a des chances de gain totalement monstrueuses sur des petites capitalisations, mais par contre, vous prenez des risques inconsidérés. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de se dire que si vous visez des crypto-monnaies qui font 1 x 100, déjà, il faut essayer de mesurer son ratio de Sharpe pour voir si 1 x 100 est rentable par rapport à une crypto-monnaie qui ferait simplement x10. Parce que ça se trouve, vous avez une crypto-monnaie qui peut faire x10 dans 50% des cas, alors que vous pouvez avoir une autre crypto-monnaie qui fait x100 dans 5% des cas. Donc il faut mesurer le risque que l'on prend par rapport au gain, et essayer de diversifier son portefeuille. Le but c'est donc de maximiser ses performances tout en limitant son risque. Dans cette idée-là, les fonds d'investissement, les grandes entreprises qui veulent diversifier leur portefeuille, et ben le Bitcoin c'est relativement intéressant. Parce que c'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir 1-2% dans le meilleur des cas en Bitcoin, et donc ça fait une toute petite partie de leur portefeuille qui est extrêmement risquée, et ces 2% peuvent ramener 20% de rendement sur leur portefeuille total. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies sont un support d'investissement extrêmement risqué de par leur volatilité, mais qui est hyper intéressant et qui attire des capitaux. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que si les crypto-monnaies continuent d'être volatiles
mais le ratio de Sharpe descend, c'est-à-dire que l'espérance par rapport à la volatilité baisse, et ben les capitaux vont fuir des crypto-monnaies pour aller vers d'autres types d'actifs. Donc voilà, ça c'était hyper important de mettre ça en perspective parce que c'est vraiment ce qui se passe dans la tête des gérants de fonds. Voilà, eux ils vont pas se dire « Oh, la crypto-monnaie a fait 100%, je vais acheter ou je vais vendre ». Non, eux ils s'en fichent. Ils allouent une partie très précise de leur portefeuille, ils ont une stratégie extrêmement précise, ils ne vont investir que dans le Bitcoin et peut-être dans l'Ethereum, mais ils ne vont jamais aller sur des petites capitalisations. Ou alors c'est vraiment dans un avenir beaucoup plus lointain, disons le prochain bear market ou le prochain bull run, où vraiment on aura beaucoup plus de crypto-monnaies qui auront des ETF et des supports d'investissement pour les particuliers. Et donc maintenant qu'on a compris ça, il faut se dire que plus il y aura de liquidité et de profondeur dans le marché des crypto-monnaies, plus la volatilité va baisser, et donc plus l'espérance de gain va baisser, et donc ça va faire tendre progressivement son ratio de Sharpe pour le faire tendre progressivement vers celui du S&P 500. Et donc un marché, c'est la somme des ordres qui est passé par tous les acteurs sur celui-ci, et ce qui fait que ce marché est très efficient pour, entre guillemets, prédire et pricer la valeur future. Et donc ce qui m'amène à mon troisième point, maintenant qu'on sait tout ça, que le marché est très efficient pour prédire, entre guillemets, l'avenir, pour pricer l'avenir, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le halving n'a quasiment plus aucun impact sur le prix du Bitcoin. Le halving, c'est un événement prévu, qui était noté, tout le monde était au courant du nombre de Bitcoin à tel moment pendant les 150 prochaines années. Et du fait que le marché soit hyper efficient pour pricer le prix par rapport à la valeur dans le futur, eh bien à mon avis, les halvings sont pricés depuis très longtemps, et ce qui fait que la diminution par 2 des bitcoins qui vont être émis lors des blocs n'aura plus aucun impact, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les fonds d'investissement et les miners de bitcoin, eh bien elles ont déjà prévu, ils ont déjà leur stratégie, ils ont déjà pricé comment ils allaient gérer le post-halving. Donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà acheté les ressources en avance, ils ont déjà fait les investissements en avance, et donc ce qui fait qu'ils ont déjà réfléchi à leur rentabilité après le halving. Donc ils n'auront pas spécialement besoin de doubler les prix dès le lendemain du halving. Donc maintenant qu'on a compris que, à partir de maintenant, puisque l'ETF est lancé, que les crypto-monnaies vont être pour la plupart progressivement amenées en bourse, on sait qu'il va y avoir une diminution de la volatilité. Et donc maintenant qu'on sait ça, on peut passer à la deuxième partie qui est où est-ce qu'on est dans le bull run en fait. C'est ce qui nous intéresse, parce que si on sait que les crypto-monnaies sont toujours plus intéressantes que le S&P, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de liquidités acheteuses qui vont arriver d'un coup. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la performance du Bitcoin est grandement due au fait qu'il soit un concurrent direct à l'or et que chaque année, il remplit de mieux en mieux sa fonction de réserve de valeur. Donc, pourquoi le Bitcoin est un concurrent de l'or? C'est tout simplement parce qu'il a le même mode de fonctionnement. Le Bitcoin vaut quelque chose grâce à la preuve de travail. Un Bitcoin, c'est comme si vous voulez une espèce d'énergie dématérialisée que vous pouvez échanger, et elle vaudra toujours quelque chose parce que pour extraire du Bitcoin, comme pour extraire de l'or, il a fallu dépenser l'énergie. Ça répond totalement à l'accusation du Ponzi. Ça ne peut pas, par principe, être un Ponzi parce qu'il ne trouve pas sa valeur dans son rendement. Il n'y a pas de rendement dans le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est tout simplement une réserve de valeur. Et il garde la valeur de la même manière que l'or et que l'énergie. Donc ça, c'est super important à comprendre, et ce qui nous permet d'expliquer la croissance long terme. Et maintenant, on sait que les bull runs sont quand même des périodes hyper spécifiques. Et en quoi elles sont spécifiques? Eh bien, elles ont toutes les caractéristiques d'une bulle spéculative. Ce qui fait que lors de ces marchés d'euphorie, eh bien, en réalité, le prix n'est pas du tout corrélé à la valeur du Bitcoin. Le prix est totalement surévalué. Et donc c'est pour ça qu'on a des retracements monstrueux à chaque fois. Donc maintenant, si on regarde les bull runs précédents et qu'on les compare à l'actuel, on peut essayer de déterminer où est-ce qu'on serait dans le bull run. Donc alors déjà, on a fait la grande 1, la grande 2, donc la fin de l'accumulation et la préparation du bull run. Là, on est très certainement en train de faire la fin de la 1, et là, on va partir sur le grand retracement, jusqu'au halving, donc ça c'est tout à fait possible. Après, c'est tout à fait possible que la vague 1 héliotiste de la grande 3 du bull run ne soit pas encore finie, et qu'on continue avant de retracer. Mais au vu de la distribution que l'on a actuellement, qui est sans doute une réaccumulation, même très certainement, c'est-à-dire que le prix va venir stabiliser, puis après il va lâcher d'un coup, et après il va repartir, donc avec tous les ordres liquidés, il aura assez de liquidités acheteuse pour repartir à la hausse, donc ça c'est possible. On est en train de faire la 2 de la grande 3. Si on regarde le bull run précédent, bon, le bull run précédent était relativement spécifique parce que la 3 partait très très bas. Mais on peut quand même aller comparer où est-ce qu'était la 2 de la 3. Et bah tout simplement, la 2 de la 3, c'était cette vague-ci. On a eu la grande 1 qui était là, grande 2, la grande 3 du bull run, et ce qui fait que pour préparer cette grande 3, on avait eu cette accumulation avec la 1 et la 2. Donc on serait actuellement sur une zone à peu près comme ça,
Et donc là, on a à peu près le même schéma, où on se dit que on a cassé l'accumulation, on est revenu dans une zone de supply relativement haute, on est en train de distribuer, et le prix va très certainement retracer. Donc on peut se dire qu'on est à peu près dans les mêmes zones que ici. Maintenant, on avait quand même eu des superbes performances après cette accumulation. On a fait un x6 sur le Bitcoin. Donc là, c'est plutôt intéressant. Mais maintenant, dans le cas où effectivement il y aurait une baisse de la volatilité, quelle cible on pourrait donner au Bitcoin? Bah déjà, à mon avis, le chiffre des 100 000 $ étant un chiffre tellement rond, tout le monde est certain que le Bitcoin va dépasser les 100 000 $, mais au vu de ce qu'on a vu précédemment, bah j'en suis pas certain. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, il faut toujours prendre en compte que le Bitcoin arrive et se heurte aux 80 000 $ afin de distribuer, et puis c'est tout en fait. Le Bitcoin arriverait aux 90 000 $, tout le monde serait déçu avec un goût amer dans la bouche, les gens n'auraient absolument jamais, enfin, personne n'aurait vendu leur position, et le Bitcoin retracerait. Ça, c'est tout à fait possible. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si le Bitcoin arrive aux 90 000 $, on est déjà sur un Bitcoin qui vaut à peu près 1500 milliards, donc c'est quand même un beau bébé. Donc c'est pas du tout impossible, et en plus, ça serait relativement cohérent avec un Bitcoin qui fait une nouvelle fois pendant l'année 2024 à peu près 80% de rendement, et sur l'année 2025, pareil, 40% de rendement, donc ça ferait une baisse de la volatilité, mais on aurait quand même des performances bien plus intéressantes qu'en bourse. Au vu de ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il est trop tard pour investir en crypto-monnaie? Déjà, même si le Bitcoin n'arrive qu'à 90 000, à partir des cours actuels, 90 000, vous avez un 100%. Et 100%, même si c'est sur l'année 2026, 100% en 2 ans, c'est-à-dire que vous avez fait 50% par an, et vous avez déjà énormément surperformé le S&P, donc vous avez surperformé la bourse, très bien. Par rapport aux gains que vous avez eu, vous avez pris moins de risques, parce que le ratio de Sharpe du Bitcoin est plus élevé que le S&P. Même maintenant, et même si le Bitcoin n'arrive qu'à 90 000, c'est encore hyper intéressant en réalité d'acheter du Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il continue de monter d'ailleurs. Et donc c'est pas parce que le Bitcoin a déjà fait des performances par le passé qu'il ne peut plus en faire dans le futur. D'ailleurs statistiquement, une tendance a plus de chances de se prolonger que de se retourner. Donc statistiquement, et si on compare le risque au gain, le Bitcoin à 43 000 $, c'est intéressant. Donc là ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez 1000 € que vous voulez investir en crypto-monnaie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, c'est déjà ne pas trop aller sur des crypto-monnaies risquées. Et si vous n'avez jamais investi en crypto-monnaie, évitez toutes les crypto-monnaies en dehors du top 100. Déjà, c'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, quels sont les prix d'achat si vous voulez acheter simplement du Bitcoin? Alors là, on peut se dire qu'il peut y avoir une baisse de 6 à 10% sur Bitcoin, donc en réalité, vous ne perdez pas beaucoup à commencer à accumuler maintenant. Si vous avez 1000 € maintenant, vous pouvez très bien acheter 50 € cette semaine, 50 € la semaine prochaine. Et si le Bitcoin stabilise et repart, bah vous aurez acheté à un prix relativement intéressant. Et si le Bitcoin stabilise et vient liquider en bas, et ben là vous finirez d'acheter, et au lieu d'acheter 50 € par semaine, imaginons, vous pouvez acheter 200 € cette semaine-là, 200 € cette semaine-là, etc. Comme ça, si le Bitcoin continue à baisser, vous augmentez graduellement l'argent que vous investissez. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai mise en place pendant ce bear market sur les low cap, et ça m'a permis de surperformer le Bitcoin de quasiment x2 de sa performance. Donc c'est vraiment une technique qui fonctionne super bien. Et ensuite, sur les prix de vente, et ben en fait, tout dépend. Tout dépend de votre stratégie, du risque que vous voulez prendre, parce que plus le Bitcoin monte haut, plus la bulle spéculative avance, plus il est dangereux de rester exposé au Bitcoin. Sinon, vous pouvez vous prendre un 90% de retracement dans les dents, et là, ça fait vraiment mal au portefeuille. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'adore, qui est que pour être riche, il faut toujours vendre trop tôt. C'est beaucoup mieux de tout vendre à 90 000 $ et d'avoir fait un x2 sur 1000 € et d'avoir 2000 € que d'avoir attendu 300 000 € et de ne pas avoir voulu vendre et que vous reperdiez tout ensuite. Donc là, c'est vraiment le maître mot de ce bull run, ça va être de prendre des profits de manière graduelle et partielle selon vos cibles d'achat, enfin déjà les prix d'achat que vous avez et vos cibles de vente par rapport aux performances que vous espérez. C'est relativement risqué d'espérer faire x20, x50 sur toutes ces crypto-monnaies et à mon avis, se contenter de simplement surperformer le marché, c'est déjà super. Voilà, si vous surperformez le S&P et vous êtes en positif, bah déjà, bravo. Vous êtes dans les rares pourcents d'investisseurs qui avaient gagné de l'argent. Et deuxièmement, si en plus vous arrivez à surperformer le Bitcoin, qui est relativement plus dur, bah alors là, faut vraiment être très précis sur la prise de profit et faut laisser toujours des petits moonbags, donc 10 ou 5% de vos allocations pour des crypto-monnaies qui peuvent faire x100 ou x1000, c'est pas impossible. Mais par contre, faut vraiment pas tout garder. Si vous êtes en x50, faut au moins que vous ayez les 3/4 qui soient sortis, quoi. Et donc c'est hyper risqué de rester avec une crypto-monnaie, par exemple, où vous avez fait x10 ou x20, sans avoir pris de profit, parce que si elle se retourne, bah vous avez tout perdu. Et en plus, ça va déséquilibrer votre portefeuille, ce qui fait que si vous aviez que 3 ou 4% sur cette crypto-monnaie, elle peut représenter 40 ou 50%, et là vous avez un portefeuille hyper volatile. Donc en plus, ne pas prendre de profit, c'est extrêmement dangereux au niveau déjà du portefeuille, parce que ça va le déstabiliser
et ça va surpondérer certains actifs alors que vous n'avez pas spécialement voulu qu'ils soient autant surpondérés. Et deuxièmement, niveau psychologique, d'avoir un portefeuille 2 fois plus volatile, et bah c'est quand même hyper difficile. Et surtout que si vous avez un portefeuille plus volatile mais que vous n'avez pas des meilleurs gains, hop, on repense au ratio de Sharpe, ça vous fait baisser, et là votre investissement n'est plus rentable sur le long terme. Donc voilà, pour conclure, les 42 000 actuels sont toujours hyper intéressants pour acheter du Bitcoin, et d'ailleurs pour toutes les autres crypto-monnaies de qualité pour lesquelles vous avez fait assez de recherches pour vous investir. Et la stratégie, c'est toujours de s'investir de manière linéaire pour lisser le prix d'achat, pour ne pas se faire avoir par la volatilité, de prendre des profits de manière partielle. Et donc avec ça, à mon avis, il n'est pas trop tard pour investir en crypto-monnaie, et même si le gain par rapport au risque est moins important, il est quand même encore plus important que le S&P. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, la dernière vidéo du top 5 des crypto-monnaies à acheter sur Binance que je vous propose, c'est un bon moyen de surperformer le marché et d'avoir des crypto-monnaies de qualité pour avoir un ratio de Sharpe plus élevé. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Si vous aimez le contenu que je vous propose, le meilleur moyen de soutenir la chaîne est de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.